comme elle le faisait par exemple avec des journalistes palestiniens en disant bah, c'est un journaliste du Hamas et puis 3 jours après on apprenait que ce journaliste avait été assassiné. Ce qui m'inquiète là-dedans, c'est plutôt le fait qu'Israël risque de préparer en fait psychologiquement l'opinion à une attaque d'une toute autre ampleur. Bonjour, c'est Obsine pour les répliques. Aujourd'hui, je reçois Rima Hassan. Rima Hassan qui est au bord du Global Summit Flotilla. Elle est avec nous pour répondre à nos questions sur les objectifs, les dangers et le message qu'elle souhaite transmettre derrière cette expédition. Bonjour Rima, nous sommes le 25 septembre 2025. Il est 16h30. Merci d'avoir accepté l'interview pour les répliques. Et j'ai une première question pour toi. Comment tu vas? Alors, ça va. C'est vrai qu'au plus on avance, plus ça devient éprouvant. Les premiers jours sont assez tranquilles, disons. Plus on se rapproche, plus il y a des heures de veille supplémentaires la nuit et bien sûr des choses à affronter. Donc vous avez dû le voir, on va sûrement en parler, mais de plus en plus de drones et récemment il y a eu quelques explosions à proximité des bateaux. Donc on est plus en hypervigilance, disons, sur cette période-là. Mais ça va. Est-ce que tu peux m'introduire en quelques mots l'initiative de la Global Summit Flotilla? Oui, alors c'est une initiative qui s'inscrit vraiment dans ce que faisait aussi la FFC, donc la Freedom Flotille pour Gaza, qui avait déjà, qui était vraiment plutôt l'organisation qui avait quasiment un monopole en fait sur cette initiative qui depuis 2007 a fait partir plus d'une trentaine de bateaux, qui certains ont réussi à atteindre la bande de Gaza, d'autres ont été interceptés, d'autres ont été attaqués par drone. Et donc, la Global Summit Flotilla, elle s'inscrit vraiment dans ces initiatives-là, mais à la différence près qu'elle n'envoie pas un bateau, mais qu'elle en envoie plusieurs dizaines, donc une flottille, pour, avec les mêmes objectifs, briser le blocus à Gaza et acheminer de l'aide humanitaire dans un contexte particulier que vous connaissez, qui est celui du génocide et de la famine imposée par les Israéliens au Gaza. Tu as participé à la Freedom Flotilla. Aujourd'hui, tu repars dans la Global Summit Flotilla. Qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre la mer, malgré les risques que tu connais déjà? Je crois que c'est vraiment une responsabilité parce que, en toute humilité, hein, bien sûr, parce que cette initiative, encore une fois, c'est très important pour moi de le rappeler qu'elle existe depuis le début du blocus. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelque chose après le Madeleine et une mobilisation assez importante. Rima, il y a eu un bug. Alors, je reprends. Je disais en toute humilité, moi, je l'ai toujours resitué, cette initiative, elle a toujours mobilisé des citoyens depuis le début du blocus, depuis que cette initiative existe. Mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment une forte mobilisation et une sensibilisation assez particulière à partir du Madeleine. Et le Madeleine responsabilise aussi les personnes qui ont contribué. Et donc nécessairement, moi, les personnes qui m'ont contacté après le Madeleine pour aussi participer à cette initiative-là, je pouvais pas me défiler et leur dire, bon, bah, j'ai fait ma part sur le Madeleine, maintenant, débrouillez-vous, etc. Donc pour moi, c'était vraiment une responsabilité de répondre, encore une fois, présente sur une initiative qui plus est d'une ampleur tout autre, avec une quarantaine de bateaux et plus de 45 nationalités mobilisées. Donc, vraiment, plus d'une, que ce soit, c'est bien sûr une envie personnelle de participer à des actions concrètes comme celle-là, mais c'est vraiment aussi une responsabilité. Quand on a participé à une flottille dans le passé et qui plus est, elle a été source de mobilisation pour des gens, euh, c'est c'est dans son devoir, je crois vraiment, d'être sur tout ce qui suit après. Donc voilà, c'est le sens vraiment de ma participation. Puis encore une fois, parce qu'on est dans une réalité malheureusement qui n'a pas bougé pour la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas effectivement d'évolution concrète, on n'a toujours pas d'engagement significatif de la part des États pour faire cesser ce génocide. Et les dynamiques que nous avons actuellement ne suffisent pas, à savoir la reconnaissance symbolique de l'État palestinien. Parmi toutes les menaces connues, drones, arrêt-saisonnement, saisie, laquelle t'inquiète le plus aujourd'hui et comment vous y êtes préparé concrètement à bord du bateau? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs scénarios. Pour le Madeleine également, il y avait ces scénarios de attaque par drone ou interception par les autorités israéliennes. Là, on est sur toute autre chose parce que le discours, c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est que le discours des autorités israéliennes a évolué. Quand j'étais sur le Madeleine, on a eu affaire à une décrédibilisation en fait de l'action, c'est-à-dire de dire mais c'est des influenceurs, c'est la croisière s'amuse, donc vraiment dénuer dénuer notre action de tout sens politique. Là, nous sommes, si vous observez bien les réactions des autorités israéliennes, nous sommes sur un discours
plutôt militarisée et qui consiste à associer, là on parle maintenant de la flottille du Hamas. Et donc, ma crainte, c'est qu'Israël soit en train de préparer l'opinion à une attaque. Comme elle le faisait, par exemple, avec des journalistes palestiniens en disant bah, c'est un journaliste du Hamas, et puis 3 jours après, on apprenait que ce journaliste avait été assassiné. Donc là, ce qui nous avons en plus qu'il n'y avait pas sur les autres actions, c'est ce que vous avez vu dans les images que nous avons partagées, ces explosions qui sont téléguidées par des drones qui ont eu lieu à proximité de plusieurs bateaux. Ça a endommagé plusieurs bateaux et dont l'objectif était de nous dissuader d'avancer et de d'effrayer les gens, de poursuivre la mission. Donc là, on a ça en plus et on a éventuellement effectivement un discours qui se durcit du côté israélien et qui peut vraiment, on peut pas être tranquille. Je veux dire, je veux pas être sereine. Enfin, je peux pas vous dire tout va bien se passer, on va juste être intercepté puis on va être emmené en prison comme c'était le cas sur le Madeleine et sur d'autres. On peut très bien avoir affaire à des autorités israéliennes qui ne vont pas hésiter à mesure qu'on se rapproche de la bande de Gaza, à vraiment nous cibler, nous bombarder. Donc, on a fort heureusement une réaction de quelques pays européens, donc l'Italie et l'Espagne, qui ont envoyé des navires pour nous sécuriser. Mais il faut savoir que ces navires-là, ils sont disponibles pour nous accompagner en eau internationale. Mais à partir du moment où on va passer les eaux palestiniennes, je précise, c'est des eaux palestiniennes. Israël, dans sa communication, dit que ce sont des eaux israéliennes pour laisser entendre que si jamais ils interviennent, c'est légal. C'est faux. Ce sont des eaux palestiniennes occupées et contrôlées illégalement par Israël. À partir de ce moment-là, les Italiens, par exemple, ont fait savoir officiellement qu'ils ne pourraient pas nous accompagner dans ces eaux palestiniennes. Donc, je crois que tout va se jouer à ce moment-là, quand on franchira les eaux internationales pour entrer dans les eaux palestiniennes. En parlant du coup du soutien de l'Espagne et de l'Italie, comment tu perçois du coup ce soutien militaire européen? Est-ce que ça change la stratégie de la flottille, la sécurité des personnes à bord ou vos relations diplomatiques? Et est-ce que ça peut pas brouiller l'image civile et humanitaire de la mission? Mais non, au contraire, si on a cette... Déjà, il faut préciser que 21 rapporteurs spéciaux experts onusiens ont appelé les États à assurer un passage sûr pour la flottille, en rappelant justement que son action était légale. Donc légale dans le sens où il rappelle que les Palestiniens sont parfaitement en droit de recevoir de l'aide humanitaire, même s'ils sont dans un contexte d'occupation, c'est-à-dire que le contexte d'occupation par Israël ne justifie pas le blocage qui peut être fait à une action visant à délivrer de l'aide humanitaire. Et il rappelle qu'effectivement, Israël contrôle illégalement ces eaux. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, la réaction des autorités, elle est déjà, je pense qu'elle répond à cet appel-là et elle répond à une pression. Un bateau qui part tout seul, il n'est pas assez solide pour faire pression sur les États. Parce qu'on est généralement 10, 12, 15 ou maximum 20 dessus. Donc on n'est pas assez nombreux pour faire pression sur les différents États en leur disant accompagnez-nous, aidez-nous, protégez-nous. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une victoire, c'est le fait qu'il y ait des centaines de citoyens mobilisés sur cette initiative. Donc par exemple, pour les Français, nous sommes une cinquantaine. Je ne saurais pas vous dire dans le détail pour toutes les nationalités, mais c'est ce qui permet justement de tenir un rapport de force conséquent avec les États pour qu'ils puissent se prononcer et déployer des dispositifs qui nous permettent d'être plus sécurisés. Donc ça ne militarise pas notre action, simplement ça responsabilise l'État justement sur une action citoyenne visant à nous offrir un passage sûr pour la flottille. Et ça, je le reprécise, c'est une demande qui est formulée par des experts onusiens. On va revenir du coup sur juste les objectifs de la flottille. Quels sont les objectifs humanitaires et politiques précises de la Global Summit Flotilla? Est-ce que c'est d'abord l'aide matérielle, la visibilité médiatique ou la pression politique sur les États? Elle est imminemment politique, cette action. On ne veut pas dire que dans un contexte de génocide, d'occupation illégale d'un territoire, de famine d'une population, c'est pas politique de vouloir briser ce blocus et de libérer l'aide humanitaire. Bien sûr que c'est politique. Mais les premiers les premiers objectifs sont vraiment les premiers et sont plus importants même que l'objectif politique en lui-même, c'est-à-dire briser le blocus imposé par Israël et acheminer l'aide humanitaire que nous avons, quand bien même elle serait symbolique. L'objectif, c'est vraiment aussi, je veux dire, moi, je veux dénoncer le fait que ça nous fait pas nécessairement plaisir d'être là. Je veux dire, on n'est pas en train
de se dire on est là en responsabilité et on se dit qu'on est à la bonne place au regard du contexte que vit le peuple palestinien. Mais je veux quand même redire que c'est pas à nous d'être là. Normalement, ce sont aux États de déployer du matériel nécessaire tant pour mettre fin à la famine, mais aussi pour mettre fin à l'injustice, c'est-à-dire à un blocus illégal sur un territoire donné. Donc, qui plus est, dans un contexte de génocide qui s'opère à huis clos. Donc ça, c'est très important de le dire. Donc toute la dimension politique visant à faire pression sur les États, elle vient justement en rappel au fait que les États sont lacunaires, ne sont pas au rendez-vous ni du droit international, ni de leurs obligations et ni même de leurs responsabilités politiques. Donc ça, c'est très important. Donc les trois objectifs, pour moi, ils sont interdépendants et ils sont liés et ils sont complémentaires. Il y a une dimension politique pour faire pression sur la communauté internationale et les États qui restent passifs à ce qui se passe. Ça, c'est quand même quelque chose qui est observé et constaté de toutes parts. C'est-à-dire que le génocide se fait et il est surtout contesté et nié. En France, on passe plus de temps à débattre, pardon, de est-ce qu'il y a un génocide ou pas que avoir un déploiement des autorités françaises ou des autorités européennes visant à le stopper. Donc, l'objectif politique, il est vraiment très important. Et ensuite, concrètement, nos objectifs, même s'ils sont symboliques, ils sont tout aussi importants, à savoir briser ce blocus et acheminer l'aide humanitaire dont on dispose. Et je crois qu'aussi, je termine là-dessus, c'est aussi de créer un élan et une vague. C'est-à-dire que là, il y a un départ qui va s'opérer aussi à la fin du mois avec Thousand Madeleines. Et l'idée, c'est que tant que Israël s'entête à vouloir poursuivre ces actions génocidaires dans la bande de Gaza, de dire en fait que les peuples, eux, n'ont pas oublié la Palestine ni la bande de Gaza et qu'ils vont continuer par mer, par terre, par la mer et par la terre à essayer de tendre cette main-là au peuple palestinien. Et là, je fais écho aussi à la marche pour Gaza qui a eu lieu comme vous le savez, cet été et qui a aussi été empêché, mais qui était quand même un très bel élan de solidarité aussi envers le peuple palestinien. En cas de interception du navire par Israël, quelle stratégie avez-vous préparée pour les personnes à bord? Mais aussi, est-ce que du coup il y a une stratégie de documentation, de vidéos? J'ai vu qu'il y avait un live YouTube qui s'était lancé dans la journée. Alors, il y a déjà, faut savoir qu'il y a des caméras à bord des bateaux. Donc, généralement, les équipes, c'était pareil sur le Madeleine, les équipes de la FFC étaient très mobilisées pour capturer les moments où nous avons été interceptés avant que les matériels soient détruits par l'armée israélienne. Donc ici, nous avons également plusieurs journalistes qui sont à bord du Family Boat sur lesquels je me trouve. Et c'est le cas, en fait, ils sont dispatchés comme les politiques, ils sont dispatchés sur plusieurs bateaux pour pouvoir aussi à leur échelle documenter ce qui se passe. Bien sûr qu'il y a déjà une nécessité de documenter parce que on ne sait pas le degré de violence qui peut être déployé. Donc généralement, il y a des caméras à bord des bateaux. Donc et il y a également des journalistes. C'était déjà le cas sur le Madeleine avec un journaliste de Blast qui va bientôt d'ailleurs sortir un documentaire sur le Madeleine. Mais donc là, nous avons plusieurs journalistes à bord de ce bateau. C'est le cas pour plusieurs bateaux. Les journalistes sont dispatchés. En cas d'interception, il y a donc déjà des caméras qui sont à bord du bateau qui vont capturer en temps réel ces images et qui vont, comme pour le Madeleine, comme pour d'autres, pouvoir être utilisées pour documenter la manière dont l'interception peut avoir lieu. Et ensuite, notre stratégie, c'est vraiment de la non-violence. Enfin, on peut pas mettre en péril la vie des gens qui sont à bord de ce bateau. C'est vraiment des citoyens qui viennent d'un peu partout et sur cette initiative, c'est la même chose. Donc, c'est une action non violente. Donc, si on a affaire à des soldats israéliens, comme pour le cas du Madeleine, comme pour Handala, comme pour les autres initiatives, on ne rentre pas en confrontation avec les soldats israéliens. Et donc, a priori, s'il y a une interception, c'est la même suite, à savoir être détenu en Israël quelques jours avant d'être renvoyé. À cette exception que sur ce cas-là, Ben Gvir a fait savoir, le ministre israélien a fait savoir qu'ils allaient déployer un dispositif sécuritaire particulier, notamment nous mettre dans des prisons pour terroristes. Donc on voit bien toute cette convocation. Moi, c'est plus cet aspect-là qui m'inquiète, c'est que toute cette convocation de ces terminologies de dire que c'est la flotille du Hamas et que nous sommes des terroristes ou que nous allons être pris en charge dans des prisons terroristes,
ce qui m'inquiète là-dedans, c'est plutôt le fait qu'Israël risque de préparer en fait psychologiquement l'opinion à une attaque d'une toute autre ampleur, qui elle pourrait en l'occurrence mettre en péril nos vies. Avant-dernière petite question, qui vous soutient dans cette expédition, ONG, élus, État, société civile, et inversement, quel soutien manque crucialement? Qu'est-ce que ça dit sur le rapport de force politique actuel selon toi? Je pense qu'il y a quand même un soutien assez massif de l'action, en tout cas du sens de l'action. C'était déjà le cas moi sur le Madeleine où j'avais le sentiment que malgré le mépris d'une certaine presse, de certains journalistes, il y avait quand même une grande majorité de Français qui comprenaient le sens de cette action et qui la soutenaient indépendamment après du bord politique sur lequel on pouvait être. Euh, donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ONU a demandé une enquête sur les attaques de ces derniers jours. Il en va de même de l'Union européenne qui a également fait savoir qu'elle exigeait une enquête sur ces attaques. Le soutien des ONG, oui, il est toujours là. Il était là aussi sur les autres initiatives. J'ai vu qu'Amnesty International, par exemple, avait fait un communiqué en ce sens pour demander un passage sûr et une protection pour les gens qui sont à bord de la, de la flottille. Donc, on a un soutien, je dirais, assez constant et consensuel de la société civile, des ONG. Maintenant, ce qui nous manque effectivement, c'est plutôt le déploiement concret des États de matériaux, enfin de matériel ou de dispositifs qui nous permettent vraiment d'assurer un passage sûr pour la petite. Donc, c'est déjà une victoire d'avoir obtenu euh, ce déploiement de parité par l'ANS. La France reste cruellement silencieuse et c'était déjà le cas sur le Madeleine alors qu'on avait vraiment déployé toute une campagne d'interpellation du ministère des Affaires étrangères. Et là, nous sommes sur un communiqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un communiqué qui demande plutôt aux gens enfin, qui nous fait culpabiliser, c'est-à-dire qu'il est question d'une action très dangereuse et on serait en fait responsable de faire cette action, alors qu'on attend plutôt que notre gouvernement démissionnaire prenne juste ses responsabilités, qui protège les ressortissants français euh, qui participent à cette action, encore une fois, légale. Donc voilà, on a, je pense, un soutien pour la Palestine, quelle que soit l'initiative. J'ai l'impression qu'il y a ce divorce de toute manière. Il y a un soutien, une compréhension, une fine compréhension de la population. On l'a vu en Italie dans toutes les manifestations qu'il y a eu, la grève générale pour demander justement au gouvernement de reconnaître la Palestine. On a un soutien et une compréhension de ce qui se passe, mais le problème, c'est que nous sommes toujours, malheureusement, dans des gouvernements qui restent soit passifs, soit complices de ce qu'Israël fait. Dernière petite question, quel message veux-tu adresser à la communauté internationale, aux citoyens et aux médias? Qu'est-ce que tu aimerais que le public comprenne ou change après cette nouvelle embarquement? Alors, le message que j'ai à faire passer, c'est voilà, vraiment de resituer cette action, elle se fait en réponse aux lacunes de nos États. Que pour moi, la mer, elle est investie actuellement comme un espace de lutte par des citoyens qui en ont marre en fait d'avoir affaire à des gouvernements qui eux se rangent du côté de la complicité ou de la passivité. Et donc très naturellement, n'étant pas soutenus par nos gouvernements respectifs, je parle là notamment de l'Union européenne et même en réalité de certains pays arabes où il y a également cette question de la complicité, de la passivité qui se pose, on ne peut compter que sur la mobilisation citoyenne et populaire. Donc les gens qui nous écoutent, on a besoin qu'ils veillent sur nous, leur dire qu'ils sont notre garantie de sécurité aussi. C'était déjà le cas pendant le Madeleine quand j'étais à bord du Madeleine et que je faisais ces appels-là en me disant c'est vraiment la mobilisation citoyenne, la visibilité que vous allez pouvoir donner à l'initiative qui va d'une certaine manière nous protéger. Et on a vraiment besoin de même mobilisation citoyenne. On a vu, par exemple, que certains étudiants, même plusieurs syndicats étudiants, appelaient à tout bloquer en cas d'interception de la flottille. On a vu aussi les dockers et les syndicats qui ont appelé également à bloquer des ports en cas d'interception de la flottille. Donc, on a voilà, besoin que ces rapports de force, ces dynamiques s'organisent et gagnent ce rapport de force, surtout avec les États, pour assurer notre protection et j'espère le succès de cette mission. Du coup, dernière petite question, Macron a récemment annoncé la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par la France. Toi,
Comment tu accueilles cette décision? Est-ce que tu la vois comme un geste symbolique ou comme un vrai tournant politique? Alors, il y a bien sûr un tournant politique, c'est-à-dire que ça fait quand même des décennies que les Palestiniens demandent que cette reconnaissance soit enfin complète au sein de la communauté internationale, puisqu'on avait déjà plus de 140 États qui reconnaissaient la Palestine, et les derniers États à ne pas reconnaître la Palestine, c'était les puissances occidentales. Et malheureusement, le rapport de force dans lequel nous sommes euh, dans cette communauté internationale fait que quand vous avez, même s'ils sont minoritaires, ces États occidentaux qui ne reconnaissent pas un pays, en l'occurrence la Palestine, eh bien, ça pèse sur les dynamiques géostratégiques et géopolitiques. Donc, c'est bien sûr une victoire politique pour le peuple palestinien, bien que ça arrive tardivement. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est le temps qui est choisi par ces États pour reconnaître la Palestine, c'est-à-dire que ça intervient au moment où on leur demande d'agir concrètement sur le génocide, sur l'occupation. Je rappelle également que cette conférence, elle a lieu aussi dans un contexte particulier, c'est que euh, la CIJ avait donné un an, dans un avis qu'elle avait donné l'année dernière, avait donné un an à la communauté internationale pour faire cesser justement la colonisation, l'occupation des territoires palestiniens. Et nous sommes arrivés à cette date fatidique où les États devaient aussi s'engager très concrètement pour condamner cette occupation, cette colonisation, et auquel s'ajoute aussi le génocide. Et ce qui m'inquiète un peu, je ne suis pas la seule à le dire, beaucoup d'observateurs le disent, c'est que cette question de la reconnaissance soit finalement utilisée pour camoufler la question de la complicité d'un certain nombre d'États avec Israël sur la commission du génocide et que ça nous détourne du vrai sujet, à savoir la question de la justice aussi pour le peuple palestinien. Le peuple palestinien, ses revendications ne consistent pas seulement à dire de, de, son besoin d'être reconnu, de constituer un État, c'est aussi d'avoir les moyens concrets pour constituer un État. C'est-à-dire une population, je veux dire, on est dans un contexte de génocide, c'est-à-dire qu'une population est en train d'être exterminée. Donc, quel avenir vous voulez pour un État quand vous êtes en train d'exterminer toute une partie de la population? De la même manière, quel avenir vous voulez pour un État quand 80% de la Cisjordanie est de fait annexée et occupée et colonisée par les autorités israéliennes? Donc, il nous faut rentrer aussi dans le concret au-delà de cette victoire symbolique, c'est-à-dire s'assurer de la réelle souveraineté et indépendance d'un futur État palestinien qui nécessite de passer par des mécanismes de justice, de réparation et de condamnation et de sanction de l'État israélien. Merci à toi. Un petit mot sur la condamnation de Sarkozy. Eh bien, pari perdu pour Raphaël Enthoven. Je crois que Raphaël Enthoven a fait savoir que voilà, il avait lancé un tweet en disant bah, je fais le pari que toute cette affaire ne donnera rien. Donc la justice avance et je crois surtout que euh, c'est aussi une forme de journalisme, d'investigation indépendant à qui on doit aussi ces victoires. Et je pense là notamment à Mediapart, donc qui est pas le seul média, mais je veux dire, ces médias se font de plus en plus minoritaires malheureusement sur, euh, sur l'état de notre société. Donc voilà, je pense qu'il y a tant d'autres affaires encore, malheureusement, je pense à creuser sur des affaires de corruption, de, et de détournement de fonds ou de malversation de nos représentants politiques. Et c'est une victoire, c'est une qu'il faut fêter. Mm. Merci à toi d'avoir répondu à toutes nos questions. Ben, on te souhaite bon courage et on va suivre ça de près. Je sais pas si tu veux lâcher peut-être un petit dernier mot. Un dernier mot, voilà, regardez les yeux, voilà, rivés sur bien sûr la Fouti, mais aussi surtout Gaza. Il faut continuer chacun et chacune à documenter ce qui se passe à Gaza et nous ne sommes pas ni des héros, ni le centre en fait de cette question. C'est d'abord les Palestiniens et on a besoin voilà, à la fois d'un soutien bien sûr pour tenir sur cette mission, mais il nous faut aussi chacun et chacune garder sa part de dénonciation et de responsabilité sur le génocide.